c'est pas vrai que la compétition c'est méchant, que c'est mauvais, que c'est malsain. C'est pas vrai non plus que tout le monde peut gagner. Puis là, je vais définir un peu le terme gagner plus tard dans l'épisode pour parler de cette idée de finitude autour de la compétition, qu'il y a genre un début, une fin, et qu'il va y avoir un grand gagnant, puis que ce grand gagnant-là, il va tout remporter. Donc, il y a ce concept-là autour du gain qui est très flou, très mal compris, j'ai l'impression, et qui fait qu'on a justement peur de se positionner dans un état où on est... on compétitionne, là, je vais le dire, contre les autres. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 46. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Hey, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a eu des gros milestones qui sont arrivés dans ma vie récemment. À l'heure que je vous parle aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif de faire le même salaire que je faisais dans mon emploi salarié avant de me lancer à temps plein sur Mtamark. Et parallèlement, j'ai aussi acheté un condo, vendu mon condo. Bref, il y a eu comme toute une confluence de circonstances qui font que je suis dans un mode très célébration ces jours-ci. Et en plus, c'est l'automne. En plus, il y a ma fête qui arrive. Bref, je suis dans un super bon mood. Puis, je suis super contente d'échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet qui, ma foi, est assez contentieux, je dirais. Parce que j'y réfléchis beaucoup et je lis beaucoup. Je suis très, à l'écoute de comment les gens vivent avec ce terme, avec ce concept de compétition, y compris moi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que professionnelle, etc., etc. Et récemment, j'ai eu beaucoup de réflexions autour de ce sujet-là parce que on dirait que pour la première fois dans ma vie, j'ai accepté que j'étais quelqu'un de très compétitif. Parce que bon, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui aimait la performance, qui aimait les défis, qui aimait se challenger, qui aimait atteindre des objectifs, mais j'avais jamais lié ça avec le concept de compétition. Parce que j'ai une histoire quand même assez, je dirais... difficile avec l'idée de compétition, puis c'est seulement aujourd'hui, à 34 ans presque, que je suis capable de vraiment voir les schémas psychologiques par lesquels je passais quand je vivais cette compétition-là, puis un petit peu comment mon environnement m'a amené à avoir la vision que j'ai aujourd'hui. Et puis, la raison pourquoi j'ai voulu faire cet épisode de podcast, c'est pas juste pour vous parler de mon cheminement, mais aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses, surtout des femmes, qui ont vraiment très peur du terme compétition et de l'idée de gagner, de l'idée de avoir des compétiteurs, de devoir je dirais pas se comparer parce que j'aimerais qu'on parle de la différence entre compétition et comparaison, mais qui doivent aller peut-être côte à côte avec des gens qui ont plus d'expérience, qui semblent mieux réussir qu'eux. Et puis, ce que ça donne, c'est que justement, dès que j'utilise le terme compétiteur-compétition, j'ai tout de suite l'idée que la perception, dans le fond, qu'il y a un espèce de blocage, que les gens disent « Ah non, moi je n'ai pas de compétiteur, moi je suis unique, il y a pas personne dans mon champ qui fait exactement la même chose que moi, exactement de la même façon. » Et en tant que personne qui travaille dans le marketing, le positionnement de marque et aussi
la façon dont on utilise les mots pour se présenter. Je trouve ça hyper intéressant comme conception de l'univers, conception de la business, qui, je pense, nous aide pas à outrepasser une relation qu'on aurait avec les autres qui sont dans le même domaine que nous ou notre compétition. Bref. Donc, la compétition, ça suscite quand même beaucoup l'inconfort. C'est vu un peu comme quelque chose de méchant. Tu sais, comme par exemple, la compétition malhonnête, on va tout faire pour arriver à nos fins. Il y a pas... tu sais, je veux dire... Il y a des gens qui vont tricher, il y a des gens qui vont pas suivre les règles. Tu sais, c'est vraiment comme très individualistique comme perception aussi de la compétition, où c'est moi pour moi-même et puis contre tout le monde. Puis je pense que justement, tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est faux dans la façon qu'on conçoit la compétition parce que, selon moi, c'est pas vrai que la compétition c'est méchant, que c'est mauvais, que c'est malsain. C'est pas vrai non plus que tout le monde peut gagner. Puis là, je vais définir un peu le terme « gagner » plus tard dans l'épisode pour parler de cette idée de finitude autour de la compétition, qu'il y a genre un début, une fin, et qu'il va y avoir un grand gagnant, puis que ce grand gagnant-là, il va tout remporter. Donc, il y a ce concept-là autour du gain qui est très flou, très mal compris, j'ai l'impression, et qui fait qu'on a justement peur de se positionner dans un état où on est... on compétitionne, je vais le dire, contre les autres. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec la compétition, puis peut-être que ça va sonner des cloches, puis peut-être ça va vous aider à réfléchir à votre propre expérience avec la compétition. Parce que j'ai réalisé, justement, en réfléchissant à ce sujet-là, que la raison pourquoi je ne m'étais jamais avoué que j'étais compétitive, c'est que j'ai fui la compétition pendant une bonne partie de ma vie, parce que je réalisais que c'était très lié à mon ego. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais un enfant, j'étais très performante à l'école, j'avais des bonnes notes, j'étais première de classe, j'étais autodidacte, donc j'apprenais très vite, j'apprenais rapidement des instruments, j'apprenais rapidement des sports, j'étais capable de performer assez rapidement dans la courbe quand je me mettais à quelque chose. Par contre, après avoir atteint un certain seuil, là où le talent arrête et le travail commence, la pratique, entre guillemets, là, j'atteignais un plateau parce que, pour moi, je comprenais le fait que j'avais atteint ce plateau-là parce que j'étais pas bonne. Je pensais que la performance venait avec la facilité. Puis ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite, puis je pense... grosse erreur. Je pense que c'est beaucoup souligné dans la façon dont on est encadré à l'école, notamment, surtout les filles, où est-ce qu'on dit, OK, il y a les personnes qui ont 100%, puis que, tu sais, on s'attend à ce qu'ils aient 100% tout le temps, il y a les gens qui sont moins bons puis qui doivent travailler, puis les 100%, d'une certaine façon, sont mis comme sur un piédestal, on leur donne des collants, on leur donne des récompenses, on les met devant la classe, on leur donne beaucoup d'encouragement. Mais ce que ça fait, c'est que la personne ou l'enfant, du moins selon mon expérience, va associer cette récompense, cette praise, ces notes-là, avec sa valeur intrinsèque. Et que si, soudainement, dans un test, elle a pas 100%, là, on va pas lui dire « OK, c'est juste parce que tu as besoin de travailler un peu plus. » On va se questionner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien bizarre. Puis, parallèlement, puis ça, c'est une expérience que j'ai vraiment vécue, les autres enfants qui n'ont pas eu cette attention-là, ce piédestal-là qu'on donne aux gens performants de nature, vont avoir une petite, pas une jalousie, mais du moins vont être heureux quand, soudainement,
c'est plus tout le temps la même personne qui gagne, entre guillemets, qui gagne les honneurs, qui gagne l'intérêt, etc., etc. Alors, il y a cette espèce de confrontation entre les gens qui sont pas les premiers de classe, pas les meilleurs, entre guillemets. Et encore là, meilleur est un terme très, très subjectif parce que je suis... Plus j'y pense, plus je trouve que la façon dont notre système éducatif est fait en termes de performance-récompense est très malsain. Bref, tout ça pour dire que on encourage chez les gens talentueux et compétitifs une espèce de fixation sur le talent et comment c'est lié à notre ego. Et moi, dans ma vie, ce que ça a créé, c'est que je voulais plus être mis de l'avant parce que j'avais un stress qui était lié à la performance. J'avais un stress qui était lié avec la compétition où il était possible pour moi de perdre. Donc, je devenais une très mauvaise perdante. Et c'était pas parce que j'aimais pas jouer. J'aimais jouer, mais j'aimais jouer pour gagner. Et si l'élément gagner faisait pas partie du jeu, j'étais pas capable de voir la valeur parce que pour moi, gagner, ça voulait dire que je me confirmais dans la personne que je pensais être dans mon ego. Bref, c'est un peu complexe comment je vous l'explique, je pense. J'espère que vous comprenez un peu où j'essaye d'en venir. Tout ça pour dire que, dans le fond, la raison pourquoi, après ça, à un certain moment donné dans ma vie, je me suis dit non, moi, je ne compétitionne pas, je vais juste faire mon truc, je vais pas rentrer dans des circonstances où je peux perdre et donc perdre la face et donc me définir comme une perdante. C'est très lié à ce que j'ai appris à connaître comme étant un mindset fixe. Et puis là, je vous encourage fortement à aller lire le livre de Carol Dweck que je vais mettre dans les liens de cet épisode qui s'appelle Mindset, The New Psychology of Success, quelque chose comme ça. Là, j'ai le titre en anglais, je sais que le livre existe en français, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce livre a été une révélation pour moi parce que j'ai réalisé que, à la place de valoriser le travail, le progrès, je valorisais un état fixe de développement qui était lié au talent et à l'identité. Et en entrepreneuriat, avoir un fixed mindset, c'est très, 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 très dangereux parce que l'entrepreneuriat est tellement lié à qui on est, à qui on présente au monde, à comment on va prodiguer des services, que de croire que y a un certain talent inné ou une finitude dans l'entrepreneuriat, ça nous mène à ne pas faire le progrès qui serait nécessaire pour se démarquer, pour aller de l'avant, pour pivoter aux besoins et pour rebondir de nos erreurs. Bref, moi personnellement, l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup aidé à dealer avec le concept de compétition et comment je le voyais. Alors, moi, je pense que, fondamentalement, la compétition, elle existe, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est sain dans un sens que, en tant que être humain, en tant que système économique, en tant que système social, le fait de se challenger les uns les autres peut juste nous mener à nous améliorer collectivement. Et cette compétition-là, c'est à ça que ça sert. C'est à s'améliorer collectivement. C'est pas une compétition méchante. C'est vraiment pas une compétition de comparaison. C'est pas une compétition de dire est-ce que t'es meilleur que moi et si t'es meilleur que moi, donc tu dois t'es une meilleure personne que moi en général ou des choses comme ça. Vraiment, la compétition pour moi, c'est un moteur d'avancement qui fait que on est tous dans la même game. On est tous dans une game pour disons, faire de l'argent, disons, pour que notre entreprise fleurisse, pour qu'elle survive, pour l'indépendance financière, peu importe. Peu importe notre
notre objectif personnel, il y a aussi un objectif collectif qui est, bon, on veut améliorer les connaissances dans une industrie, on veut trouver des façons innovantes de régler certains problèmes. Tu sais, on veut avancer, en gros, la société at large à travers les projets qu'on met de l'avant individuellement. Et la raison pourquoi la plupart des gens, je pense, ont très peur du terme compétition, c'est parce qu'ils le voient vraiment de façon individualiste, nombriliste, et quand on pense au big picture, cette façon d'avancer est très contre-productive pour le collectif. Alors, c'est pas vrai, puis c'est un fait, tu sais, je veux dire, vous allez lire n'importe quel livre de business, n'importe quel article, vous allez même juste ouvrir les yeux, puis là, c'est encore plus vrai en contexte de pandémie, c'est que c'est pas tous les business qui vont survivre. C'est pas tout le monde qui va garder leur job. Il y a des il y a des projets qui vont réussir, il y en a qui vont échouer. Et c'est normal. C'est normal parce que ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game qu'il y a des gens qui vont sortir de la game. Et puis, les business qui vont survivre, puis là, j'aime beaucoup l'exemple de la restauration, dans le sens que c'est très, très difficile, surtout ici à Montréal, où il y a énormément de restaurants, de survivre comme restaurant. On dit que la durée de vie moyenne de restaurant, si tu passes ton cap de 2 ans, c'est un gros milestone parce que beaucoup de restaurants vont pas être capables de survivre au-delà de ce cap-là. Et là, c'est ça qu'on voit aussi avec la pandémie. Il y a beaucoup de restaurants qui ont dû fermer, beaucoup de petits cafés qui ont dû fermer. Ils se font remplacer presque immédiatement. Puis là, moi, je le vois ici, je suis dans la petite Italie. Je vois des restaurants qui ont fermé, qui réouvrent quelques semaines plus tard avec un autre restaurant. Exactement, complètement différent. Un autre restaurant, quelqu'un d'autre va prendre sa chance pour voir est-ce qu'on peut faire survivre le restaurant ici. Et je trouve ça super intéressant parce que si on y pense individuellement, le restaurant, la restauration est un domaine très risqué pour l'entrepreneur. Et il y a beaucoup de potentiel d'échec. Mais le potentiel de gain est aussi très intéressant parce que ça veut dire que, en gros, l'industrie de la restauration s'améliore encore et encore et encore. Et ici, à Montréal, on a d'excellents restaurants. C'est très compétitif, mais la game est à un très haut niveau. Et pour moi, quand j'y pense d'un point de vue collectif, cette compétition-là est bonne, notamment pour le consommateur, notamment pour la personne qui vit ici, notamment pour l'économie en général. Donc, individuellement, cette compétition-là, elle peut sembler rough, mais dans le collectif, elle est extrêmement saine. Donc, pas tout le monde va survivre, puis ça, il faut garder ça en tête aussi. Tu sais, je veux dire, moi aussi, je suis dans un domaine, le marketing. Il y a tellement de gens qui font ça. Comment est-ce que moi, je peux me démarquer? Comment est-ce que je vais m'assurer que je vais survivre sur le long terme? Parce que je peux avoir aussi des gains momentanés. Je peux sortir la tête de l'eau momentanément. Mais ce qui est intéressant avec la compétition en business, c'est qu'il n'y a pas de fin. La fin est tout le temps repoussée parce que dans le fond, on est dans un cycle, le infinite game que dont Simon Sinek parle dans son TED Talk et dans son livre, je crois qu'il y a un livre, je vais aller chercher le lien aussi si je le trouve, mais je pense que les gens qui disent, ben non, ils comprennent pas justement quand Simon Sinek parle du infinite game, c'est que la compétition existe quand même. Ça veut pas dire que parce que le jeu est infini, que la compétition existe pas. La compétition existe quand même dans ce jeu infini et tu peux avoir des gains momentanés, mais le but, c'est de survivre le plus longtemps possible parce que le seul moment où tu perds réellement dans la game de la business, c'est quand tu es hors business, donc tu sors de la game. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire, mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ben, non, mais dans un infinite game, tu sais, t'as pas de compétition, t'as juste de la coopétition. » Puis je vais vous dire dans 2 minutes pourquoi j'aime pas ce terme-là, mais il y a cette idée de finitude qui, selon moi, est contre-productive avec l'idée d'une compétition saine, mais aussi de prendre en considération notre environnement puis de
le voir comme tel, tu sais, d'être réaliste, lucide et de savoir que si nous, on sort de la game, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre notre place, puis c'est normal. C'est pour ça qu'on joue la game. C'est pour avoir notre place dans la game. Alors, quand on parle de motivation, d'avancement, pour moi, la compétition, c'en est un. Pour moi, personnellement aussi, c'en est une. Je parlais à Alexandra Martel par DM, justement, sur Instagram à propos de ça. Puis, on se disait, moi, ce que je trouve très valorisant dans la compétition, c'est d'être à côté de gens que je respecte, d'être à côté de gens que je trouve bons, que j'aurais jamais cru être à côté d'eux. Et ça, comme moteur d'avancement personnel, c'est extrêmement fort. Puis, c'est pas vrai que ces gens-là, ils vont nécessairement me donner la main pour me soulever ou des choses comme ça. Ils font leur affaire, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, je fais mon affaire, mais juste l'idée de savoir qu'ils sont là, d'avoir un contact avec eux, puis d'être capable de voir que si je tourne le regard à gauche et à droite, ils sont là à côté de moi. Et donc ça, pour moi, c'est un beau moteur de motivation, d'avancement et d'amélioration aussi. Parce que les standards continuent à s'élever et puis sans nécessairement avoir une comparaison maladive, je peux voir et comprendre ce qu'ils font de bien et apprendre d'eux. Je pense pas que le terme, compétition, tu sais, je pense pas que parce qu'on est en compétition, on doit être bêtes les uns avec les autres, on doit avoir peur les uns des autres. Moi, je suis très ouverte. Je suis très ouverte à aller poser des questions aussi à des gens que je considère être mes compétiteurs. Tu sais, je leur dis « Hey, t'as eu... je sais pas, moi, l'autre fois, je posais une question sur des demandes de subvention pour Emploi Québec. Je disais « Ça a l'air de quoi, toi, un document que t'aurais fait? » Puis pour moi, c'est pas une question de... je vais te voler des parts de marché avec les clients qui vont venir vers moi versus vers toi, puis ça, c'est des secrets bien gardés. Mais d'un autre côté... je pense que, tu sais, il y a des règles du jeu ou il y a des petits trucs que en tant que compétiteur, on peut se donner, tu sais, juste parce que on aime ça, jouer contre des compétiteurs qui sont forts. Puis là, je parlais à quelqu'un aussi qui fait du jogging, qui fait de la course, puis je disais, tu sais, si tu courais tout seul dans le bois, ça serait un hobby. Mais tu sais, quand tu fais une course, là, puis que tu vois les gens à côté de toi, puis que t'es comme... OK, je vais courir un petit peu plus vite. OK, genre, tu sais, cette personne-là, elle continue. Tu sais, il y a quelque chose de commun, de collectif, de beau dans l'énergie qui est partagée dans la compétition, surtout quand on sait que c'est lié à une performance qui nous mène à un autre niveau en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Puis, pour moi, éliminer l'idée de compétition, c'est éliminer toute cette belle force, cette vitalité-là qu'on peut avoir quand on se prête au jeu. Beaucoup de gens aiment mieux le terme coopétition que compétition, coopétition étant un mot valise avec coopération. Moi, ce que j'aime pas avec le mot coopétition, c'est que ça fait vraiment snowflake. Puis encore une fois, pour en revenir à l'ego, ça fait, j'essaie de protéger mon ego parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir un seul gagnant. Puis si c'est pas moi, ben j'aime mieux faire semblant que je joue pas la game. Puis je comprends, tu sais, moi je suis toute about la coopération, puis s'entraider, puis des choses comme ça, mais au bout du compte, tu sais, il y a quand même une limite à ce que les gens peuvent consommer. Il y a quand même une limite aussi à des bassins, des segments de marché. Est-ce que cette limite-là, on va l'atteindre, tu sais, en tant que, je sais pas moi, consultante en marketing? Probablement pas, parce qu'en tant qu'une personne, tu sais, il y a personne qui va avoir la plus grosse part de marché en marketing, mais d'un autre côté, tu sais, les chiffres sont limités, tu sais, les volumes d'affaires sont limités, puis des choses comme ça, puis d'un point de vue part de marché, il faut quand même être réaliste, puis se dire, tu sais,
c'est sûr que si on est, justement, je reprends l'exemple des restaurants, s'il y a 4 restaurants à 4 coins de rue, ben, tu sais, est-ce que on est en train de compétitionner les uns avec les autres? Si on est tous du même niveau, probablement, genre, que le bassin va se partager relativement équitablement, mais s'il y a quelqu'un qui est très en avance sur les autres, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de gens qui veulent aller vers cette personne-là. Et puis ça, il faut quand même l'accepter comme étant un fait, que, tu sais, il y a des perceptions, où il y a des valeurs perçues, où il y a des expertises qui sont plus avancées que d'autres. Et oui, certaines personnes vont avoir un bassin de marché qui est différent, mais à ce moment-là, on compétitionne pas ensemble. Là, moi, quand je parle de compétition, je parle vraiment de on est dans le même bassin, on a un niveau relativement semblable, et puis qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment se démarquer face à notre public? Moi, je suis pas du genre snowflake dans la vie, genre, je pense que tout le monde est unique, mais en même temps, ça garantit pas qu'on doit réussir dans le sens traditionnel du terme, qui est de faire de l'argent, avoir une business qui roule et des choses comme ça. Je pense qu'il y a de la stratégie dans la façon dont on fait de la business. Il y a des skills, il y a des aptitudes à développer, il y a du stamina, il y a de la motivation, il y a de la persévérance, il y a tout un tas de choses que pas tout le monde a. Pas tout le monde a, genre, la recette magique pour créer des étincelles. Puis c'est correct, tu sais, l'important c'est de trouver là où on est à l'aise et aussi là où on est le meilleur, là où on est dans notre zone de génie, là où on sent qu'on a un impact. Et puis l'important c'est de se rappeler qu'il n'y aura pas un seul gagnant. Je vais terminer l'épisode avec un petit segment sur l'abondance parce que c'était quelque chose qui à laquelle j'ai réfléchi en réfléchissant à la compétition. Et comment est-ce que je voyais l'abondance telle qu'on la définit aujourd'hui dans cette idée que dans une compétition, même si le jeu est infini, il y a quand même des parts de marché qui sont finies ou qui sont limitées. Et pour moi, justement, cette idée de temps, l'abondance pour moi, c'est le temps. L'abondance, pour moi, c'est l'espace de possibilités et c'est la façon qu'on peut se créer des opportunités. L'abondance, c'est pas nécessairement de dire l'argent est infini, les ressources sont infinies, ce qu'on va recevoir est infini, puis là, bon, on va pas s'embarquer là-dedans, mais il y a toute une réflexion autour du néolibéralisme, puis du fait que, bon, la réussite est très liée avec la réussite matérielle, mais ça, on n'en parlera pas parce qu'on pourrait passer des heures à parler de ça. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à l'abondance, c'est que oui, les possibilités, entre guillemets, sont infinies, mais je pense que justement, c'est la game de savoir saisir les opportunités et de savoir se réinventer année après année, jour après jour. Et pour moi, c'est ça, l'abondance des possibilités qui est intimement lié avec le temps et donc avec le fait que la game qu'on doit jouer est infinie. Tout le monde est gagnant dans un monde compétitif dans le sens que on devient plus fort, plus résilient en tant que collectif, en tant que tout. Si je vous avais déjà parlé du livre Antifragile, c'est exactement le concept d'antifragilité en tant qu'être humain aussi, de trouver qui va avoir la meilleure combinaison pour quelque chose. Et c'est en constante évolution, et c'est normal qu'on doit toujours réinventer c'est quoi le meilleur pour nous, pour le collectif, pour notre futur, pour nos enfants, etc., etc. Donc, l'idée que tout le monde a sa part de gâteau, oui. Tout le monde a sa part de gâteau, tout le monde a son rôle à jouer dans la grosse machine. Est-ce qu'on va tous sortir gagnants dans le sens qu'on va tous faire $1 million, qu'on va tous être reconnus par notre milieu, qu'on va tous, tu sais, je pense pas. Je pense que l'expérimentation fait partie de la vie. Je pense qu'il faut aussi enlever un petit peu notre ego de tout ce concept aussi de compétition. Et je pense que si on est capable de faire ça, on va voir qu'au bout du compte, on est compétitif parce qu'on veut jouer pour gagner. Puis on veut jouer pour gagner pour le grand futur, tu sais, pour
pour la mission qu'on s'est donnée, puis des choses comme ça. Donc, je vous laisse avec ça. C'est un petit peu intense, je trouve, ce dont je vous ai parlé, mais je vais lancer ça comme ça, puis je vais lancer la conversation avec vous, à savoir comment vous vivez la compétition. C'est pas une question d'être one-one contre quelqu'un, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de graphistes qui se voient comme « je suis pas en compétition contre les autres parce que tout le monde a son style, tout le monde a son unicité ». OK, mais t'es en compétition avec le grand tout, genre, du design graphique. Et veux pas, tu sais, tu dois apprendre à te démarquer. Puis ça, c'est un gros travail de positionnement, c'est un gros travail de réflexion qu'il faut faire, parce que, comme j'étais en train de préparer mon contenu pour Positionnement Authentique, le programme de groupe que j'ai lancé, puis, tu sais, je voyais vraiment à quel point le positionnement, c'est au niveau stratégique, tu sais. La marque, elle, c'est au niveau identitaire, mais dans une compétition, c'est vraiment au niveau stratégique qu'on peut aller jouer pour aller trouver ce edge-là et se démarquer des autres qui peut-être n'ont pas ce edge. Puis là, on en revient au fixed mindset versus le growth mindset de Carol Dweck, c'est que il faut focuser sur ce qu'on peut faire grandir. Si notre talent, il est pas limité, mais dans le sens, tu sais, on a certains skills ou des choses comme ça qu'on peut développer naturellement. Quel va être notre edge stratégique pour nous assurer qu'on va avoir une longueur d'avance peut-être sur une cohorte de designers, une cohorte de gens qui font exactement la même chose que nous, et puis qu'on puisse se démarquer face au public qu'on veut vraiment séduire. Bref. Ça, c'est pour un autre épisode, différence entre positionnement et marque, entre identité et stratégie. Et je me le note parce que je pense que c'est intéressant. Mais bref, je vous laisse avec ça. Je vous demande c'est quoi votre relation avec la compétition. Est-ce que vous avez peur de ce mot-là? Est-ce que si vous regardez deep down en vous-même, ne pas vouloir rentrer dans un mode compétitif serait pas une façon de protéger votre ego pour vous assurer que vous ne vous assignez pas le label de perdant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, perdre et gagner? Et aussi, comment est-ce que vous voyez le collectif et l'individuel dans le terme de compétition? Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine et on se reparle très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!